Voilà Mhm. le pli. Donc, on se rend compte quand même que c'est un pli qui est très, très fouillé. Il y a énormément d'informations dessus. C'est un pli, au départ, un pli français. C'est un pli qui, au départ aussi, est destiné, alors si on regarde bien, à une poste restante à Karachi, hein, c'est plus très visible. Et puis en fait, on se rend compte que énormément d'adresses y ont été rajoutées, notamment une adresse à Sydney, à la Central Post Office de Sydney, en Australie. Ensuite, on vous met le Central Post Office à Los Angeles. On voit qu'on a du Mexico City, on a Buenos Aires en Argentine, on a Yokohama au Japon. On a énormément de destinations qui sont rajoutées les unes après les autres, tandis que certaines sont barrées. Les tabres au départ ont été mis un petit peu partout également, hein. Il y en a dans tous les sens. Et on a une seule marque sur la face avant qui n'est pas française, c'est celle-ci, c'est une marque argentine. C'est une marque de recommandation. Voilà pour la face avant. Alors, on passe tout de suite au tarif, puisque cette enveloppe est au tarif. Elle est au départ donc destinée à Karachi. Et si on regarde bien, c'est une lettre pour l'étranger. Donc au départ, elle est à 1,50 franc, auquel on rajoute 90 centimes par 20 grammes supplémentaires. Et là, on est dans le cas de 20 grammes supplémentaires et pas plus. Si on regarde d'un peu plus près, eh ben, on va multiplier par 5 la surtaxe aérienne par 10 grammes pour arriver à 15 francs. Et on y rajoute la recommandation, une recommandation à 1,50 franc, ce qui nous fait un tarif à 18 francs 90 pour une masse comprise entre 20 et 30 grammes. On a donc chacun de ces arbres à 5 francs qui correspondent chacun à 10 grammes de transport de poste aérienne. Voilà pour la face avant, le recto. Alors le verso est strictement du même acabit. Mhm. On y aperçoit une quantité énorme de tabres à date. Certains sont même superposés, hein, on a du mal à les retrouver. Et je pense, hein, que cette pièce rapportée, ce fragment-là, a été mis en place pour rajouter un tabradat pour avoir un peu de place, et c'est le tabradat de Buenos Aires. Je l'ai soulevé, ce fragment, et en dessous, il n'y a pas de déchirure, il n'y a absolument rien. L'enveloppe est globalement en bon état, malgré l'itinéraire qu'elle a suivi. Si on regarde un petit peu dans la partie supérieure de l'enveloppe, on voit ici qu'elle est doublée à l'intérieur en tissu. Donc, avec du tissu, elle est plus résistante. C'était certainement une technique utilisée à l'époque. Je ne pense pas que ça a été rajouté par l'expéditrice, puisque c'est une jeune femme qui l'a envoyé. C'était certainement vendu comme ça, déjà doublé avec du tissu pour renforcer la structure papier, puisque le plastique, hein, n'était pas employé encore à cette époque-là. Alors, je vous ai donné une fourchette de 20 à 30 grammes pour la masse. Et puis, si on regarde ici, elle a été pesée. Elle a été pesée à Buenos Aires. Et là, il vous le stipule, hein, qu'elle fait 25 grammes. Mhm. Voilà globalement. Est-ce que vous avez quelques questions à poser? Non? Alors, je poursuis. Je reviens sur la face avant. Et donc, voici, j'ai pris ce tabradat-ci, je l'ai agrandi, puis on se rend compte que on a une expéditrice. Alors, j'ai mis madame. J'ai mis madame parce que j'ai réfléchi comme on réfléchit aujourd'hui. C'est vrai, hein. Que ce soit des demoiselles ou des dames, aujourd'hui, tout le monde s'appelle madame. Alors qu'à l'époque, on avait une miss et ça devait être mademoiselle. Pendant un moment, pendant un long moment, j'ai pensé que c'était l'épouse du destinataire, puisque le destinataire s'appelle également Soudois. Puis en fait, je pense que ça doit être sa sœur. On s'est posé la question hier avec Jean-Daniel Ayache. Et je crois que ça doit être plutôt sa sœur que son épouse, mais bon, ça, on le vérifiera jamais. Elle a donc posté ce courrier à Saint-Jean d'Angély, où elle habite. C'est allé à Sainte. Voilà l'adresse, le tabradat de Sainte. Et on est le 14
septembre 1931. Heure de lever, 20h15. Alors cette jeune femme a rajouté des inscriptions sur le courrier en partant du principe qu'elle voulait que ça circule par avion, elle l'a payé, il n'y a pas de problème. Par contre, elle pensait que ça allait démarrer à Paris pour aller à Karachi. Et en fait, quand on regarde cette enveloppe d'un peu plus près, ah là je présente Sainte, ben, je reviendrai après là, sur ce que je voulais vous dire. Voici ici l'adresse avec le nom du chef inspecteur des entreprises Dandicol et Godin, Monsieur Soudois, à Karachi. Et donc j'ai essayé de comprendre quel était ce type d'entreprise. Et puis en fait, on se rend compte que c'est une entreprise d'alimentation. C'est une conserverie au départ, dont l'entreprise se trouve ici, en Gironde, à Gujan-Mestras, et qu'elle est doublée. Puisqu'on a vu que ça se trouvait dans la région de Cognac, elle est doublée d'une partie réservée aux vins et spiritueux. D'ailleurs, ils ont gagné une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1889 et ils n'hésitent pas de le montrer un peu partout. Donc, comme je vous le disais, j'ai cherché un petit peu partout un cachet de Paris et en fait, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de marque parisienne, pas de marque parisienne du moment du départ. On en retrouvera une autre par la suite. Mais au moment du départ, pas de marque de Paris. Par contre, si on vient regarder le courrier d'un peu plus près, il y a cette marque ici, qu'on va regarder un peu plus en détail, qui est une marque Gare Avion. Si on la regarde bien, Gare Avion, on a un 6, 9, 31. Alors, c'est le 16, c'est le 16 septembre 1931 et c'est la gare de Marseille, Marseille Avion. Donc Marseille Gare Avion, hein, c'est pas du tout à Marseille, c'est plutôt décalé du côté de Marignane. Alors j'ai dans un premier temps présenté la ligne par laquelle est passée cette enveloppe. Elle est partie de Marseille et puis direction la Syrie, elle passe par la Perse et elle arrive à Karachi. Les avions qu'elle a pris, ce sont les avions qui ont transporté ce premier courrier lors de l'ouverture de la ligne. C'est une ligne qui est fraîchement ouverte, puisqu'elle a été ouverte au début de l'année 31, en janvier, alors que notre courrier circule au mois de septembre. C'est tout frais. Le courrier a sans doute circulé à bord d'un Farman 300, ensuite à bord d'un Fokker F7 et également à bord d'un hydravion CAMS 53 pour rentrer un peu plus dans les détails du transport. Là, j'en arrive à ce cachet Marseille-Gare-Avion. Alors, le cachet Marseille-Gare-Avion, il est frappé à Marignane. Alors, Marignane, c'est un lieu un peu particulier puisque ça additionne un aéroport normal à une hydrobase. On peut donc y venir aussi bien en avion terrestre qu'en hydravion. Cette hydrobase, j'ai un ouvrage dans lequel on en parle et dans lequel on vous donne des indications concernant, alors pour le pilote, là je ne les ai pas toutes mises, hein, mais il y a les directions principales des vents, il y a certains points de repère terrestres pour s'y retrouver, et puis on vous donne de la documentation, notamment concernant les regards, hein, pour y stocker son avion la nuit ou pour le réparer, on vous explique qu'on vous met des machines-outils à disposition, qu'on peut remorquer les hydravions, que du personnel est disponible pour les manœuvres, que du ravitaillement en essence, en huile, tout ça est disponible également. Et puis ce qui nous intéresse, nous, il y a une poste et il y a un télégraphe à Marignane. Voilà le résultat hein, de ce cachet. Voilà. Alors, moi, je vais m'arrêter maintenant et je vais céder la parole à Jo-Daniel Ayache qui va poursuivre en rentrant un peu plus dans les détails que moi sur le trajet. Alors à un moment donné, Dominique, tu avais demandé comment j'avais procédé. Je pense que Jean-Daniel a procédé de la même manière. J'ai d'abord fait une photocopie, moi, de mon courrier. Et puis ensuite, j'ai essayé par chronologie
de trouver quels sont les cachets et les lieux par lesquels est passé le courrier. C'était la première étape et puis ensuite essayer de décrypter chacun de ces cachets pour savoir, exactement, ce qu'il en était, comment avait transité, le courrier. Alors moi, je suis resté un petit peu coincé à certains moments et c'est, Joe Daniel qui a décoincé la situation. C'est la raison pour laquelle il prend à présent la parole. Donc je te la donne, Joe Daniel. Merci bien. Euh, Tu peux Alors moi, annuler. j'arrête le partage. Oui, et je reprends. Voilà. Alors, partager l'écran. Je reprends. Alors, Là, normalement, j'y suis plus, hein, c'est fini. où est-ce que j'en suis? Alors, voilà. J'en arrive. Bernard posait une question intéressante. Il n'y a aucune marque d'arrivée à Karachi. La question qu'on s'est posée, c'est bah, à quelle date effectivement et comment elle y est arrivée. Alors, je dois dire que j'étais un peu perturbé par l'hypothèse, Bernard Fox nous l'a présentée, d'un départ depuis Marseille par Air Orient. Pourquoi j'ai été perturbé par, je dirais, cette intuition qui est plus que de l'intuition, parce elle est bien fondée. Effectivement, il y a des plis quelques mois auparavant de France vers l'Asie par Air Orient. J'ai été perturbé parce que moi, je connais beaucoup plus, j'ose dire, l'historique d'Imperial Airways, et je sais que bah, Imperial Airways avait ouvert en mars 1929 une ligne de Londres jusqu'à Karachi. Moi, je pensais que enfin, ma première idée, c'était de me dire qu'elle avait pris le vol d'Imperial Airways qui part de Londres, qui passe par Paris et qui se termine à Karachi. Et j'étais d'autant plus perturbé que j'ai regardé le, le bulletin mensuel des PTT qui annonce l'introduction de cette surtaxe de 5 francs par 10 grammes à destination de Karachi. Et qu'est-ce qu'on y lit? On dit l'introduction de cette surtaxe à 5 francs est liée, concerne l'ouverture au service postal de la ligne aérienne Londres-Karachi, Inde-Britannique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une taxe qui est créée pour l'acheminement sur la ligne Imperial Airways Londres-Karachi. Mais pourquoi le 15 janvier? Le 15 janvier, c'est la date de mise en œuvre de l'accord postal. Alors, souvent, c'est une date qu'on ignore souvent. On tient plutôt compte de la date d'inauguration d'une ligne, mais ce qu'on oublie d'évoquer, c'est que bah, il fallait un certain temps surtout en 1930, parce on est avant encore tous les textes de l'UPU, il fallait donc un accord bilatéral en l'occurrence, entre les Français et les Britanniques pour accepter réciproquement le courrier. Or là, on voit que cet accord, il a été
fait 8 mois après l'ouverture de la ligne. Donc, je me suis dit, ce courrier a dû théoriquement prendre la ligne d'Imperial Airways qui passait tous les samedis à Paris, puis qui continuait sur Karachi. Et on voit bien ici, vous avez le montant à 5 francs par 10 grammes, et nous, on est dans le cadre d'une troisième échelon de poids entre 20 et 30 grammes. Alors, pour trouver la bonne réponse, pardon, je vais revenir en arrière, j'ai consulté un ouvrage qui est absolument extraordinaire et qu'on ne connaît pas malheureusement suffisamment, qui est l'indicateur universel des PTT. L'indicateur universel des PTT est un... Alors attendez, j'essaie de revenir parce que j'ai un petit problème d'image. Voilà, oui. Oui, l'indicateur universel des PTT est un indicateur mensuel qui indique l'acheminement préconisé par les postes destination par destination. Alors voilà, j'ai pris ici la photo de l'indicateur universel des PTT sur les Indes du 5 septembre, donc qui concerne notre pli. On voit que sur les pays de destination, aussi bien l'Inde britannique, française et portugaise, qu'on a un tarif à 5 francs par 10 grammes. Et voilà, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on annonce ici 2 types de services aériens. Un premier service aérien Marseille-Karachi, via Naples, Athènes, Beyrouth, Bagdad, qui est l'acheminement par Air Orient. Et vous avez le deuxième acheminement possible, Paris-Karachi, qui est lui et au départ du Bourget et qui correspond bien à l'acheminement d'Imperial Airways. L'un, via Air Orient, arrive le mercredi, par la ligne plus directe d'Imperial Airways, arrive le jeudi. Et alors, ce qui est particulièrement important, c'est le bureau centralisateur. Et c'est une donnée qu'on ne regarde pas suffisamment. Mais avec le bureau centralisateur, on a la réponse à notre question. On voit bien que pour l'acheminement via Imperial Airways, le bureau centralisateur doit avoir le cachet de Paris Gare PLM Avion, c'est-à-dire le bureau centralisateur qui achemine le courrier directement au Bourget, qui est l'aéroport le plus proche pour Imperial Airways. En revanche, pour Air Orient, on a 4 bureaux centralisateurs, Paris, Strasbourg, Lyon et en particulier Marseille. Or, quand on regarde le seul cachet que nous avons de bureaux centralisateurs, on voit bien ici que ça ne peut pas être Paris, parce qu'on n'a pas entre gare et avion la marque PLM. Donc, ça ne peut être que Marseille. Ensuite, le problème que nous avions ici, au départ, on a pensé que c'était le 6 septembre, mais en fait, ça ne peut pas être le 6 septembre parce que le pli, lui, est parti le 14 septembre, donc bien après cette date du 6. Donc, en fait, il manque ici le 1 et c'est le 16 septembre. Donc, conclusion de cette information qui est capitale, c'est que le pli n'est pas parti, comme j'aurais pu le penser au départ, par Imperial Airways, mais il est bien parti au départ de Marseille par Air Orient. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Air Orient n'opérait la ligne dont on a parlé, Bernard Fox a parlé tout à l'heure, qu'une fois tous les 15 jours. La ligne directe d'Air Orient sur Bangkok, enfin sur les Indes, et puis ensuite sur Bangkok et Saigon, ne se faisait que tous les 15 jours. Et l'autre semaine, la semaine intermédiaire, la liaison ne se faisait que jusqu'à Bagdad.
Alors, voici j'ai pu retracer l'acheminement de cette lettre. Vous avez ici, en gras bleu, la ligne d'Imperial Airways qui faisait de Londres à Paris, Paris-Bâle, ensuite par train de Bâle jusqu'à Gênes, et puis de Gênes, elle repartait sur Naples, sur Athènes, sur Alexandrie, ensuite par voie de surface le Caire, Gaza, Bagdad, Bouchir, Jask, et aller jusqu'à Karachi. La ligne d'Air Orient, elle parlait de Marseille. Alors, pour la date, j'ai retrouvé le vol, le jeudi 17 septembre, c'est-à-dire exactement le lendemain du cachet que nous avons ici, le 16. Là, c'est un mercredi. Donc, on voit bien ici que le départ prévu, c'est le jeudi. On l'a bien ici, c'est le jeudi 17 septembre. Elle a fait une première étape de Marseille à Corfou. Le deuxième jour, elle a fait Corfou, Athènes, Beyrouth. De Beyrouth à Damas, elle a pris de Beyrouth à Damas, elle a pris la voie de surface. Et à Damas, elle a pris un autre avion de Damas à Bagdad. Et à Bagdad, elle a pris le premier vol qui allait sur Karachi. En l'occurrence, ce n'était pas le vol d'Imperial Airways, mais c'était le vol de KLM. Il faut savoir qu'avec l'ouverture justement de ce vol direct, de cette liaison directe France-Indochine, Air Orient et KLM s'étaient mis d'accord pour acheminer le courrier la semaine où il n'y avait pas de vol direct, l'acheminer via Bagdad. Et l'accord, pour dire quelques mots, l'accord entre Air Orient et KLM allait tellement loin que pour les vols directs, Air Orient avait acheté des Fokker 7 à KLM et cette ligne était exploitée pendant cette année avec des vols uniquement la ligne directe. La ligne qu'on a prise, c'était fait par des CAMS. Voilà. Donc, notre lettre est arrivée le samedi 19 à Bagdad. Elle a attendu le lundi 21 le vol de KLM qui a fait Bagdad-Bouchir dans une première étape, Bouchir-Jask dans une deuxième étape, et elle est arrivée le mercredi 23 septembre à Karachi. Voilà donc une première énigme résolue. Si vous avez des commentaires, des questions sur ce sujet, on va passer à la suite. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Étape suivante. Étape suivante. Voilà, on le voit. Pardon. Comme on l'a vu, le courrier est envoyé à Sydney. Et on voit la date ici, on voit l'arrivée à Sydney, New South Wales recommandée, et puis on a ici une date du 5 octobre 31. Et c'est là une question, je t'interromps une seconde pour que tout le monde suive. Pourquoi, parce que la destination finale, c'était Karachi, qu'est-ce qui a fait qu'elle continue sur... Alors, je vais le retrouver, on va le retrouver ici. Voilà, il y a marqué ici poste restant de Sydney. D'accord. Vous voyez, ça c'est la première destination. En fait, ce qui a dû se passer, c'est que notre brave Monsieur commercial qui avait donc se fait envoyer son courrier en tout cas par sa famille à Karachi, lorsque le courrier est arrivé à Karachi, lui était déjà parti pour sa destination suivante, qui était Sydney. Alors je pense que soit il indiquait
à la poste qu'il fallait faire suivre son courrier vers sa destination suivante, en l'occurrence Sydney, ce que je pense sans doute le plus probable, soit peut-être que son agent sur place a fait ce travail et a demandé à la poste de l'expédier sur Sydney. Maintenant, toujours est-il que le courrier à partir de Karachi est envoyé à Sydney. Alors, on voit cette date du 5 octobre. Et là, je dois dire que, bon, et il y a un autre cachet qui a l'air de dire que c'est du 21 octobre 31, donc postérieur à notre date. Et je dois dire que, voilà, on le retrouve ici, la lettre est donc envoyée de poste restante à Sydney, et je me suis d'abord posé la question, comment fait-on pour acheminer du courrier de Karachi à Sydney? Alors, c'est une voie bon, qui nous semble curieuse actuellement, mais ce qui était très commune à l'époque, parce que c'était la voie d'acheminement du courrier entre l'Europe et en particulier la Grande-Bretagne vers sa colonie du Commonwealth d'Australie. Donc, l'acheminement et la route est parfaitement connue. Elle consistait à envoyer depuis Karachi le courrier par train à travers l'Inde jusqu'au sud de l'Inde. De là, elle traversait par voie de mer jusqu'à Colombo. Et à Colombo, elle prenait chaque semaine un paquebot postal, soit de la péninsula, de la PNO, la Peninsular and Oriental Company, soit d'Orient Line, qui faisait Colombo-Fremantle. Vous avez ici Fremantle et le port dans la baie de Perth. Il mettait la durée du voyage entre Colombo et Fremantle était de l'ordre de 10 jours. À Fremantle, il y avait deux acheminements possibles. Soit elle continuait par bateau, elle faisait le tour de l'Australie par le sud, s'arrêtait généralement à Adélaïde, Melbourne et Sydney. Elle mettait pour à peu près une dizaine de jours. Soit un acheminement plus rapide, mais là c'était uniquement lorsqu'il y avait la taxe à avion était payée. Au départ de Perth, elle prenait une nouvelle ligne aérienne qui avait été créée en 1929 entre Perth et Adélaïde en 2 jours avec arrêt dans le bush australien à Forest, et d'Adélaïde, elle remontait en 2 jours sur Sydney. Voilà les 2 acheminements possibles de Karachi à Sydney. Mais j'ai un problème avec ce cachet du 5 octobre, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi une arrivée du 5 octobre est impossible? Ben, j'ai retrouvé, alors, sur un site absolument extraordinaire, qui est le site des archives australiennes. Les archives australiennes ont numérisé la totalité des journaux australiens. Donc, en regardant ce journal particulier qui donne la liste des mouvements maritimes, j'ai pu retrouver le navire postal le plus immédiatement postérieur à l'arrivée à Karachi du 23 septembre. C'est le Moldavia des P&O qui passe à Colombo le 26, qui est attendu à Fremantle le 6 octobre et attendu à Sydney le 15 octobre. Le problème, c'est que ce bateau, il arrive à Fremantle le 6. Or, notre cachet, il est du 5 octobre.
Donc là, il y a un problème. Alors, déjà, j'ai quand même un doute parce que arriver le 26 septembre, pardon, à Colombo, en étant parti le 23 septembre, mettre 3 jours pour traverser l'Inde par train et par bateau, ça me semble très probable. Même si le courrier est arrivé le 6 octobre à Fremantle, dans le cas le plus rapide, et s'il avait pris l'avion de Perth à Adélaïde, il serait arrivé au plus tôt le 10 octobre. Donc il y a un problème, cette date ne correspond pas au 5 octobre. Et la réponse, eh ben on l'a sur cette lettre. C'est une lettre, vous n'allez pas être surpris me connaissant, c'est une lettre qui est adressée en Nouvelle-Calédonie, depuis la France, via l'Australie, via Perth, Melbourne. Donc on voit bien là qu'elle est partie le 20 octobre et qu'elle arrive le 22 à Melbourne. Donc ce pli a pris la voie aérienne, je vous avais montré Perth, Adélaïde, et elle arrive à Sydney le 23 octobre. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que tous les cachets australiens présentent le mois non pas en chiffres, mais en lettres. Donc, ça ne peut pas être ici un 10 qu'on voit ici. Ce que nous avons ici, c'est en fait, ça doit être des lettres. Donc, ce qu'on lit ici, c'est pas un 1 et un 0, c'est très probablement NO pour novembre. Donc ça, c'est la date. Alors, est-ce que c'est la date de départ ou d'arrivée à Sydney? Eh bien, on a ici une indication qui est très intéressante. On voit que à Sydney, comme à Karachi, notre brave commis voyageur est déjà parti, cette fois-ci pour Yokohama. Et on indique ici, à la poste de Sydney, où on met poste restante Yokohama, Japon, on indique ici 5-11-31. Donc, il est très probable que cette date du 5 novembre 1931 soit la date de départ de Sydney. Et le cachet que nous avons ici, dont on croyait que c'était un 21 octobre, est à mon sens plutôt le 2 novembre 1931. Et alors, j'ai retrouvé l'acheminement possible, il y a 2 acheminements possibles par bateau, soit par le Multan qui part de Colombo le 11 octobre et qui est prévu arriver à Sydney le 29 octobre, mais curieusement, ça ne correspond pas à aux dates que nous avons. Je pense beaucoup plus qu'il a été acheminé par le bateau Otranto de l'Orient Line, qui part de Colombo le 17 octobre, qui arrive à Fremantle le 27, et qui probablement, on voit ici, qui arrive à Adélaïde le 31, et que le 31, elle a dû, je pense, prendre le train jusqu'à Sydney, où elle arrive le 2 novembre. Voilà les suppositions que je fais sur ce vol, sur cet acheminement maritime. Alors, depuis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. À Sydney, on voit ici, on indique que la lettre doit être envoyée en poste restante à Yokohama. Et on trouve au dos un magnifique cachet de Yokohama du 7 décembre 1931. Et bien là encore, en fouillant dans les journaux australiens, on voit qu'il y a eu un bateau
de la Brisbane Maru de la compagnie Osaka Shosen Kaisha, qui est parti de Sydney le 14 novembre et qui arrive à Yokohama en cette date du 7 décembre. Qui correspond exactement à la date du cachet. Alors, une fois arrivé à Yokohama, on découvre la destination suivante qui est ici, qui est Central Post Office, Los Angeles, USA. Alors, comment elle y est parvenue? Alors, vous avez ici effectivement Central Post Office, Los Angeles. On a un cachet d'arrivée à Seattle du 22 décembre. Donc, elle a pris une voie extrêmement commune entre le Japon et les États-Unis, de Yokohama à Seattle. Et elle arrive le 24 décembre 31 à Los Angeles. Alors, mettre 2 jours pour faire Seattle-Los Angeles à cette époque, je ne pense qu'elle n'a pu prendre que l'avion. Que ça soit par train et encore moins par bateau, je pense qu'elle aurait mis plus que 2 jours. Et elle a donc certainement pris les vols CAM 8 que vous avez ici, Seattle, Los Angeles. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que alors qu'elle n'a payé l'avion que jusqu'à Karachi, cette lettre a très probablement pris l'avion de Seattle à Los Angeles. Et ensuite, à Los Angeles, on lui indique, alors voilà, vous avez ici donc le cachet de Seattle. Alors, on voit bien que c'est l'État de Washington, donc c'est évidemment Seattle. On a ici donc l'arrivée à Los Angeles. Alors, à Los Angeles, il y a deux indications. Il y a un premier appel le 26 décembre et un deuxième appel le 29 décembre. Et à Los Angeles, la destination suivante qu'on lui donne, c'est Mexico. Vous avez ici Mexico City. Alors, comment fait-elle pour arriver à Mexico? Alors, c'est là où c'est passionnant. C'est qu'on a ici le cachet, on a 2 cachets d'arrivée, on a 2 cachets à Mexico. Un premier cachet, parfaitement lisible qu'on a ici, mais qui a marqué deuxième avis du 11 janvier, et on a un cachet ici que Bernard Fox a pu lire sous cette petite bande grise, marron plutôt, qui donne la date du 8 janvier 1932. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que vous avez ici Servicio Postal Aéreo. Ça veut dire que le courrier est arrivé par avion à Mexico. Alors que, bon, c'est quand même assez étonnant parce que, a priori, elle n'avait pas payé la surtaxe aérienne pour arriver à Mexico. Mais elle y est arrivée. Alors, comment a-t-elle pu arriver à Mexico par avion? Eh bien, on va le voir ici. On a là, on reprend les dates. La deuxième, elle est partie de Los Angeles, sans doute à partir du 29 décembre, qui est le deuxième avis, et arrivée le 8 janvier 32 à Mexico. Le cachet ici prouve qu'il est arrivé par avion, et la seule liaison internationale à l'époque entre le Mexique et les États-Unis, elle était opérée au départ de Brownsville, au Texas, par la Paname, dans le cadre du contrat FAM 8, Brownsville, Mexico.
qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, on n'a aucune autre indication que ce cachet Paris-Gare PLM avion du 30 janvier 1932. Et le cachet suivant est ce cachet du 26 mars qu'on va étudier un peu plus tard. Je pense qu'à Mexico, comme il n'y avait aucune autre destination prévue, annoncée, que le courrier a été renvoyé à l'expéditeur en France. D'où son arrivée à Paris par PLM Avion. Mais comment expliquer qu'au départ de Mexico, ce pli arrive à Paris par avion? J'avoue que je n'ai pas trouvé la solution. Est-ce qu'elle aurait pris un bateau des côtes mexicaines jusqu'à Marseille et de Marseille aurait pris l'avion jusqu'à Paris? C'est à mon avis le plus probable. Mais en tout cas, elle n'a pas pu faire Mexico-Paris par avion, hein, c'est bien impossible, ni même New York-Paris par avion, puisqu'il n'y avait pas encore de liaison. Donc la liaison Paris-avion ne peut être que d'une origine soit Marseille, soit éventuellement de Grande-Bretagne. Mais j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Alors, je me suis posé une autre question qui est cette étiquette par avion. Cette étiquette par avion, elle a été apposée pour un acheminement par avion de France jusqu'à Karachi. On est bien d'accord. Toutefois, on a pu voir que notre pli a pu bénéficier de la voie aérienne à la fois de Seattle à Los Angeles, puis de Los Angeles à Mexico. Elle est même arrivée par avion à Paris, où cette étiquette par avion a été annulée. Elle aurait dû l'être à Karachi. J'avoue qu'on a eu, je ne dirais pas une longue, mais une discussion entre nous avec Bernard Fox. Bernard pense, lui, avec raison aussi, qu'elle aurait été barrée à Buenos Aires, puisqu'on voit ici que le trait bleu qui barre le paravion se retrouve sur Mexico, on le retrouve sur Mexico et sur la destination de Buenos Aires. Moi, je pense qu'elle a plutôt été apposée en France. Je trouve que le trait est plus large à Paris sur l'étiquette sur Mexico et sur les trains de Mexico que sur Buenos Aires, et que c'est peut-être un postier français qui s'est rendu compte que cette lettre ne devait plus continuer par avion et qu'il l'aurait apposée à Paris. Bon, ça c'est une énigme à résoudre que nous n'avons pas réussi à résoudre. Alors, depuis Paris, qu'est-ce qui se passe? Là, le cachet suivant que nous avons, c'est ce cachet du 26 mars 1932, qui visiblement est un cachet américain. D'où est-il? On lirait ici New York, c'est pas impossible. Je sais que Bernard Fox a essayé de trouver ce qui était cette marque, en particulier Airco. S'agirait-il... C'est pas Buenos Aires qui est écrit? Ah, c'est Buenos Aires. Oui. On lit Buenos Aires, non? Ouais, c'est Buenos Aires, non? Avec mais mars 26-32, c'est pas... Non, c'est pas Buenos Aires, c'est pas possible. HF Tebet, c'est un postier américain.
Ah oui, il y a marqué American quelque chose aussi au-dessus. Il y a American quelque chose, c'est sûr. Moi, je pense ici, moi, j'ai l'impression que c'est, j'avais l'impression de lire American Line. On a l'impression aussi de lire en haut SF San Francisco, non? C'est pas. C'est ça le vrai problème. Tout le monde trouve quelque chose de différent. Le cachet n'est pas vraiment bien frappé. C'est ça la difficulté. Et moi, je vois Airco à un moment donné, puisque Airco, c'était aussi un fabricant d'avions. Oui, c'est un anglais. 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 Alors, et on partait du principe que c'était peut-être aussi un cachet privé, pas forcément un cachet administratif. Oh, je ne sais pas, parce que ça, ce Tébet, c'était quand même un postier américain. Oui, mais Ouais. Bon, Bon, ça c'est une question qu'on n'a pas, on n'a pas résolu. Ce qu'on voit ensuite, c'est que le cachet suivant, après le 26 mars, c'est un cachet du 5 avril à Trinidad. oui. Qu'est-ce qu'allait faire la lettre à Trinidad? Alors, on a vu quand même ici, on va reprendre ici, voilà, on a vu ici qu'après Mexico, après Los Angeles, Mexico, Paris, la destination suivante, c'est Buenos Aires. Donc, très probablement, le courrier est parti de Paris pour aller à Buenos Aires. D'où le passage via New York, un passage ensuite alors, à destination de Trinidad. Et c'est vers le sud, mais qu'est-ce qu'on découvre? La date suivante, c'est le cachet de New York du 13 avril. Donc, ce qui a dû se passer très probablement, c'est que la lettre est arrivée à Trinidad en raison d'une fausse direction, qu'elle est remontée à New York. Je suis occupé à écouter quelque chose. Et qu'elle est donc retournée ensuite, elle arrive à retourner le 13 avril à New York et elle arrive à Buenos Aires le 4 mai. On retrouve les cachets du 4 mai ici. Voilà, vous avez ici le cachet d'arrivée à Buenos Aires le 4 mai et vous avez un deuxième cachet. Voilà, et vous avez ici un deuxième cachet de Buenos Aires, d'un bureau de Buenos Aires. Donc, elle arrive donc le 4 mai à Buenos Aires et on se posait une question avec Bernard Fox sur ce morceau de bande par-dessus. J'ai été un peu surpris de lire que vous avez ici un petit texte, une annotation en espagnol qui dit bon, que la lettre a été reçue abîmée. Alors, moi, j'ai pensé qu'elle pouvait être réparée. Ici, il dit qu'elle est abîmée avec un coin supérieur abîmé ici et quelques rotures sur les bords. Donc, donc moi, je pensais que cette bande cachait que dirais-je, un pli, mais a priori, il n'y a aucun pli, aucune ouverture derrière. Donc, effectivement, il est très probable que, comme le dit Bernard Fox, cette bande a été positionnée pour y mettre les cachets de Buenos Aires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend là, effectivement, qu'elle est de 25 grammes.
À Portanos, c'est la boîte postale. Pardon, on t'entend pas bien. À Portanos, c'est quand tu envoies les postes restantes. Une boîte de postes restantes. C'est Lionel là, qui il parle, mais on arrive mal à t'entendre. Tu, tu peux répéter, Lionel? Tu dis que le cachet sur un cachet de poste restante? Alors, oui, je pense que c'est la centrale, c'est la poste centrale, et à Portanos, pour nous, c'est la poste postale. Je comprends pas. Lionel, on t'entend absolument pas. C'est pas grave. Mon micro déconne. Envoie-moi un SMS, Lionel. Ouais. Ah, voilà, là, on t'entend mieux. Lionel, Je pense que la Portanos, c'est centrale, c'est la poste Non. centrale à Buenos Aires, et c'est les boîtes postales. Lionel, téléphone-moi. Oui. Ok, continue, Jean-Daniel. Entre-temps, on aura- J'ai quasiment terminé, donc on va attendre pour avoir une. Et donc là, tu as mis l'enveloppe Air France Mermoz, là, quel est le lien? Bah, c'est Bernard Fox qui va présenter le. Ah, d'accord. C'était Ah tout oui, simplement parce qu'elle a la même marque voilà, de ici. recommandation. Ah, d'accord. C'était pour démontrer que c'était une marque de recommandation. D'accord. Parce qu'elle n'est pas très lisible, celle de mon courrier Ouais, d'origine. Et donc, j'avais trouvé celle-ci qui, elle, d'accord. est plus lisible. D'accord. 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 Voilà. Et donc la conclusion, c'est à Buenos Aires, elle a finalement rejoint son destinataire. Alors, et à Buenos Aires, elle a effectivement rejoint son destinataire en France et on voit bien qu'elle est arrivée Oui. aussi. Parce que Portanos, c'était la poste marquée centrale, donc c'est bien la poste centrale de Buenos Aires. Et à Portanos, pour moi, c'est les boîtes postales, donc les postes restantes, je pense. De quoi, Ah, pardon? à Partados, tu dis. Oui. Où est-ce que tu vois à Portados? D'accord. Ah, là. Ah oui, oui, Le cachet central, qui est à oui. moitié, oui, central et en bas, Ouais. et ensuite à Portados. Ouais. Oui, je répète ça. Allez, bye. Oui, Oui, allô? oui, Oui. Oui, alors, le Ados, c'est la oui. fin de Apartados, qui est la poste restante La poste à Buenos centrale. Aires. D'accord. Et centrale, c'est bien la poste restante de Buenos Aires. Ah, bah, Donc, c'est pas certificat d'os alors. Non, elle est passée. Ouais, c'est certificat d'os aussi, oui, exact. Ouais, Ah, c'est certificat d'os. Ouais, c'est moi qui ai fait une erreur. Ouais, c'est certificat d'os. Pour moi, c'était certificat d'os, c'est pour ça. ouais, non, qu'on retrouve là. C'est certificat d'os, il a raison. C'est pas Ah Apartados. oui, qu'on retrouve ici, Ouais, certificat ouais, d'os. certificat d'os, oui. Ils ont raison. Oui, oui, Ok. recommandé. Eh oui, oui, c'est en recommandé. D'ailleurs, on le retrouve un Ouais, c'est petit pour peu. ça qu'il a le cachet, oui, mais c'est bien C'est pour marqué ça que ça. j'ai rajouté le cachet avec Ouais. l'enveloppe Ouais, Air France, parce qu'il n'est pas très lisible. Oui, parce que le pli était recommandé à l'origine, hein. Oui, ouais, oui. ouais. Alors Ouais, pourquoi ils ont ont-ils raison, c'est rajouté ça. cette marque-là Ils pour ont raison, Buenos c'est Aires? pas Apartados. Bon, toujours est-il que elle rentre ensuite en France. Elle oui, arrive le BKC, 28. c'est des certificats d'os. Donc, j'avais oui, pas oui, compris. Ouais. d'accord, Ok. d'accord. Oui, oui, c'est un cachet de recommandé. Et bon, là encore, son destinataire n'était pas là, donc elle repart chez son expéditeur. Elle arrive le 28 mai 32, aussi bien enfin, en Charente, où elle est partie, après plus de 8 mois, et là où elle a traversé tous les océans. Bon, écoutez, je dois dire que, du moins pour ce qui nous concerne, on s'est bien amusé. Euh, Voici ben, le trajet de cette lettre, hein, partie de France, Karachi, Sydney, Yokohama, Seattle, Los Angeles, Mexico, Paris une deuxième fois, New York, Trinidad,
retour à New York, Buenos Aires et définitivement en France le 28 mai 32. Ben, bravo. On dirait que le destinataire a fait exprès de partir juste avant pour créer un beau pli philatélique, hein. Absolument. Non, j'avais jamais vu un pli aussi complexe. Des questions ou commentaires parmi les participants? Ben, je pense qu'il faut féliciter ceux qui ont bossé dessus, parce que Oui, c'était pas évident, hein. non, absolument. Attends, je vais arrêter l'enregistrement là.